Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, comme vous pouvez le constater, notre ami Germain est là, mais de façon virtuelle cette semaine parce que Germain est toujours en France. Je vous l'avais mentionné la semaine passée. Il devrait revenir avec nous la semaine prochaine. Alors, pas de problème. Mais là, on a cette semaine un invité mystère avec nous. Fait que là, les gens commencent à embarquer déjà. On a cette semaine un invité mystère qui se cache derrière la grosse face à Germain que vous voyez présentement. Salutations à Denis Marquis qui est avec nous. Alors, moi, je vous laisse tenter de deviner qui se trouve derrière le joli minois de Germain. Et lorsque vous l'aurez trouvé, je vous laisse deviner, on enlève le carton. Salut à Daniel qui est avec nous. Frédéric Simard. Salut à Christian. Alors, là, j'ai pas encore de réponse. On va voir. Martin Durand qui est avec nous. Bonsoir. Ah, il y en a un qui pense que c'est Michel Barrette. Non, ce n'est pas Michel Barrette. Salut à Denis Junior Gosselin. Bertrand Godin. Non, ce n'est pas Bertrand Godin. Bel essai. Bonsoir à Linda qui est avec nous. Salut à Jean Lépine. Luc Lanier, fidèle auditeur. Alors, qui se trouve... Non, ce n'est pas Elon Musk non plus. Il n'était pas disponible aujourd'hui. On dit que Germain a de l'air gelé. Bon, peut-être, là. On va finir par le découvrir. Alors, qui se trouve? Non, ce n'est pas Michel Barrette. Ça fait 3 fois qu'on me dit Michel Barrette. C'est pas exactement ça. Non. Mais vous le connaissez bien. Gabriel Gélina? Non plus. Ah, on a la moitié d'une bonne réponse. On a la moitié d'une bonne réponse. En fait, on a eu le prénom. Il manque le... Ce n'est pas Jacques Duval. Et voilà, David Rowe a trouvé la réponse. C'est Benoît Charette qui est derrière nous. Salut tout le monde. Salut. C'est ça. Fait que là, le monde... C'est ça. Non, c'est ça. Non, Elon Musk n'était malheureusement pas disponible. C'est pas faute d'avoir essayé. Juste demain. Fait que, comme C'est ça. C'est ça. On s'en prendra. Hein? C'est ça, exactement. Alors, bonsoir à Marc et à Marc. Bon, il y a pas mal de monde. Il y en a un qui dit Pierre Michaud. Non, ce n'est pas Pierre Michaud. Denis Duquet non plus. Bon, c'est Benoît qui est avec nous. Fait que, Benoît, merci d'abord de t'être déplacé et de venir prendre la place de Germain pendant qu'il s'amuse. Une petite heure dans la grosse brune, c'est toujours le fun, ça. Ah, une petite heure. Je te l'ai dit tantôt, on va faire comme l'heure JMP. OK. On fait l'heure JMP, mais version Antoine, c'est ça? C'est ça. Bon, parfait. Fait que... les manches, on en a pour une coupe d'heure. Exactement. Dis-nous donc, t'es où, là, toi? Là, on te lit où, là, de ce temps-là? Sur le site annuelauto.ca, on met des nouvelles là tous les jours. On me lit également sur le site d'Auto Hebdo, sur Auto 123. J'ai mon émission de radio aussi toutes les semaines. Ouais. 98.5, ça tient la route avec Alain Mécana. C'est pas mal ça. Puis l'annuel, évidemment, le livre qu'on fait chaque année, qui est sorti en septembre, pas mal en même temps que le guide, là, une couple de jours après vous autres, comme d'habitude. Il y a Germain qui nous regarde. Germain, t'es en vacances. Hey, Germain, qu'est-ce que tu fais là? Germain qui te dit bonjour. Bon, j'espère qu'il fait beau en France, mon Germain. Ben écoute, et que t'en profites. Puis attends, là, il est quelle heure en France? Ouais, il est tard, il est 11h. Il est 11h le soir. Bon, c'est ça, 11h05. il est écrasé à quoi. T'as pas d'autre chose à faire? En tout cas, écoute, libre à toi de nous écouter, Germain. Ça nous fait plaisir. Ben oui, ça nous fait plaisir. Je peux prendre ma voix, comment il fait ça? Salut, mon Antoine. Je te l'ai dit, c'est un mix de Régent de Terrebonne et de P.A. Méthode. Essaye d'amalgamer ça, puis ça donne la voix à Germain. Ça marche très bien. Bon, fait que, puis on va reparler de toute façon de livres tantôt. Je dis pas pourquoi, mais... oui, écoute, t'as une pièce d'anthologie, j'en dirai pas plus. Absolument, on a déniché ça. Fait que, écoute, je pense que ce qui serait peut-être le fun, c'est peut-être de faire un bilan de l'année, parce que parallèle, tu sais, même si on a travaillé en parallèle, ben on a vu tous les deux cette année que ça a changé énormément l'industrie automobile, là. C'est complètement fou. Moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'à peu près à toutes les 2-3 semaines, t'as une compagnie qui vient d'annoncer qu'ils vont mettre 25 milliards. L'autre compagnie annonce 30 milliards. L'autre compagnie annonce 35 milliards. Les gens qui doutent encore qu'on s'en va vers l'électrique, là, en tout cas, on en met de l'argent dans l'électrique. C'est juste ça. C'est que ça.
Là, on abandonne. Les gens, des fois, chialent, dire ah, tel modèle, ça se vendait encore. Les comptables ont le crayon extrêmement long. Parce que là, si ton modèle n'est pas, mais vraiment rentable, c'est out. Parce que cet argent-là, on en a besoin pour investir dans l'électrique. Parce que pensez pas que l'argent pousse dans les arbres pour les compagnies automobiles. Là. Il faut créer quelque part des fonds. Il faut prendre de la richesse des fois où il n'y en a pas. Il y a des compagnies qui vont prendre l'argent qui était destiné à d'autres fonds, qui vont faire une divergence vers ces fonds-là. Ou tu en as d'autres comme des Mazda, des Subaru, qui vont s'associer à Toyota pour du partage de technologie parce qu'ils n'ont pas les reins assez solides pour absorber ça tout seul. Mais moi, j'ai l'impression que dans les prochaines années, ça commence, on le voit, là, c'est le début, mais il va y avoir beaucoup d'alliances, puis il y a des petits joueurs qui vont disparaître du marché. Oui, mais c'est ça qui est drôle. Oui, il va y avoir des alliances, mais c'est limité le nombre d'alliances que tu peux faire. Tu sais, je veux dire, les constructeurs automobiles, il n'y en a pas 300, là. Mais c'est drôle parce que en 2009, c'est pas hier, Sergio Marchionne était à Montréal. Puis lui avait annoncé qu'à l'horizon 2020, on n'est pas trop loin, là, il allait rester à peu près 15 Pour ton information, on l'a même un peu dépassé. On l'a un peu dépassé, là, mais il y aurait à peu près 15 compagnies automobiles. Parce que lui voyait, il dit, si un constructeur ne fait pas entre lui, je pense qu'il avait dit entre 9 et 11 millions de véhicules par année, il ne sera pas capable de passer au travers la prochaine révolution automobile. Mais quand il avait affirmé ça, on était en pleine crise de l'automobile. Oui, bien là... tu sais, complètement. On a déclaré faillite avec GM. C'est ça, tu sais, c'était le bordel. Ford en était sauvé, mais bon... Disons, par la peau des fesses, mais on avait eu un Alun Moulali qui avait eu la bonne idée de vendre tout ce qui n'était pas payant et le faire à bon prix. Parce que Volvo t'a passé là, Jaguar, Land Rover, il s'était débarrassé de tout le bois mort, il avait hypothéqué les immeubles qu'il y avait, puis il avait réussi à en mettre assez pour ne pas avoir à aller se mettre à genoux devant le gouvernement américain. Oui, c'est ça. Mais à cette époque-là, c'est sûr qu'on avait une vision très fermée du marché de l'automobile, puis on n'était pas encore dans l'électrique. Mais c'est parce que là, tu dis, écoute, on va voir un nombre de moins en moins grand de constructeurs automobiles à cause des alliances. OK. Mais en même temps, parallèlement, tu en as plein des petits joueurs qui poussent. Fait que, tu sais... Ben, regarde, moi je fais le parallèle avec le début de l'automobile des années 1900. Tu sais, autour de 1910, il y en avait plein, là. Tu avais 300 fabricants automobiles en Amérique du Nord. Et la beauté de l'électrique, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances particulières dans les moteurs. Les moteurs, tu as juste besoin d'un fournisseur. C'est pas compliqué, là. Et le reste, c'est quoi? C'est un châssis, puis tu l'habilles. Fait que là, on est un ordinateur. On est dans le Klondike de l'électrique, là. Oui, mais tu sais, en même temps, tu sais, c'est ce que je disais la semaine passée quand je parlais installé dans cette confortable automobile. C'est que... hein, n'est-ce pas? Mais, tu sais, t'as des marques qui naissent beaucoup ces temps-ci. Mais tu sais, pense-y, là. Les derniers constructeurs qui sont arrivés sur le marché, à part Tesla en 2010-11, là, c'est Kia Hyundai en 99, Kia et Daewoo en 99-2000. Lexus, début 90. Non, mais ça, c'est une division de Toyota. Mais je te parle d'un constructeur. D'un nouveau constructeur. Tu sais, oui, t'as Sion qui a débarqué, t'as Genesis qui est arrivé, t'as Polestar qui est arrivé tout récemment, mais ça, c'est des divisions d'autres constructeurs. En fait, c'est ça, ça vient de compagnies existantes. Puis mais là, tu as un Rivian qui est apparu dans le décor. VinFast, Imperium, nomme-les, là, tu sais, t'en as beaucoup. Fisker qui arrive. Tu sais, juste cette année, tu en as 5 nouvelles. Mais là, la question qu'on peut se demander, c'est est-ce que des petits constructeurs automobiles comme Mazda seraient capables de décider de juste changer complètement leur fusil d'épaule puis faire ce que VinFast ou Fisker est en train de faire, c'est-à-dire arriver avec demain matin une autre philosophie, ou est-ce que c'est trop gros de se revirer de bord puis de prendre une autre direction? C'est ça. Ou on le fait par alliance, en partageant les coûts de production, partageant la recherche, le développement, ou on se prend un marché de niche puis on essaye de développer là. Puis mais il faut partir de zéro. Mais il faut partir de zéro. C'est ça. Parce que, Mazda est un peu en retard dans l'électrique. Ah, oublie ça. Un modèle que... L'as-tu roulé, le MX-30? Ben oui, je l'ai roulé. L'auto va bien, mais il n'y a pas d'autonomie.
Puis le Puis il n'y a pas de 160, là, technologie. ben, non. Tu sais, Le 160, c'est un rêve. ben, le 160, j'ai fait 132, moi. Pas compliqué, là. C'est le mieux que j'ai fait. Puis ça, c'est en octobre, avant qu'il commence à faire froid, là. On ne Ouais. parle même pas de l'hiver. Tu sais, quand on parle de proximité, oui, je veux bien, mais je pense que la notion de proximité au Japon puis ici n'est pas la même, là. Tu sais, la proximité, moi, je suis allé 2 villages plus loin. En fait, je suis allé chez Daniel Ruffiange, que toi et moi, on connaît. Ouais. Puis Valleyfield, là, de Saint-Lambert, c'est 67,2 km de la porte chez nous à la porte chez Daniel. Puis quand tu es revenu chez vous, tu es en train de mourir. Je suis même pas revenu. J'ai chargé c'est chez ça. Daniel qui avait Puis tu sais, moi, de la proximité, là, 122 km aller-retour, je considère que c'est de la proximité. Là, c'est pas loin, là. C'est 35-40 minutes de route en passant par la 30. Donc, j'ai même pas fait l'aller-retour. J'ai chargé chez Daniel. Puis j'allais à Gatineau 2 jours plus tard pour un événement de presse. J'ai pas pris ça. Je me serais jamais rendu. Jamais. Ben non. Fait que, tu sais, Écoute, imagine le bonheur que j'ai eu, moi, d'aller. aller à Québec. J'ai rechargé 7 fois. Aller-retour. Aller-retour. Je voulais mourir. Non, mais. J'ai scrappé ma fin de semaine. Ben, c'est ça qui est triste. Puis en plus, ce qu'ils annoncent, c'est pas vrai. Parce qu'eux autres, ils font un calcul mathématique. Ils disent, tu as une batterie de 35,5 kW, tu as une capacité de charge de 50 kW, excuse-moi. Ils font une règle de 3, puis ils disent, ça te prend 35 minutes de te recharger. Non, ça marche pas. Ça te prend une heure. Dans le meilleur des mondes, tu charges à 25-26 kWh, ou 35-36 kWh, pardon, mais le pic, fait, tu sais, ça se promène. Là, fait que c'est 1h15, 1h20 te recharger pour... Puis tu vides ça dans le temps. En tout cas, bref, on dérape, mais c'est ça. Fait que l'industrie automobile est en plein changement. C'est une grosse année pivot. Puis ajoute à ça le fait qu'il n'y a pas de char. Il n'y a pas d'inventaire. Ben là, ça c'est l'autre histoire. C'est drôle, là, parce que c'est une année folle, mais en même temps... pénurie. Ouais, c'est ça. c'est exactement ça. Tu sais, les gens me disent, tel modèle n'est pas arrivé. Ben, en fait, il serait censé être arrivé. Le problème, c'est qu'on a décidé de retarder le projet parce qu'il faut bien comprendre que les compagnies investissent des sommes monumentales dans les nouveaux modèles. Regarde, là, je te donne juste l'exemple de la Bolt, qui est un nouveau modèle, qui a eu un rappel sur 170 000 unités, à peu près le jour où la nouvelle génération est arrivée sur le marché. Bon, mais ça, c'est un gros pétard mouillé, là. Tu te fiais beaucoup sur ce lancement-là pour amener du monde vers l'électrique, pour lancer ton offensive électrique, parce que c'est déjà un modèle très vendu, puis c'est patate. Alors, il y a d'autres compagnies qui ont dit non, nous autres, là, on va mettre ça sur le réchaud, on va laisser ça mijoter tranquillement. Quand il y aura assez de puces électroniques, puis que la pandémie ira mieux, peut-être qu'on le lancera. Regarde, la RIA est un bel exemple chez Nissan. Oui. Ça fait 2 ans que c'est prêt, là. Toi et puis moi, on le levait au salon de l'auto. D'ailleurs, on a une question de Sean. Il dit mon dépôt est fait pour un Lightning. Quand tu penses réellement que je vais l'avoir? Écoute, il y a 200 000 personnes qui ont fait un dépôt sur le Lightning. Alors, ça commence en janvier, techniquement, les premiers, mais ça va être aux États-Unis. Puis ça, on va le voir de plus en plus, des disparités d'arrivée de produits entre le US et le Canada. Hummer, c'est 1 an. Oui, Hummer, c'est 1 an. Hummer, ça arrive là, aux États-Unis. Nous, on ne l'aura pas avant l'automne 22. Moi, malheureusement, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir des Lightning avant l'automne, si on est chanceux, l'automne prochain pour le Canada. Parce que d'abord, les quantités qu'on a promis sont pas là. Il manque aussi des puces pour les modèles électriques. C'est pas uniquement les modèles à essence. On produit à 50-60% dans les meilleurs cas de ce qu'on avait prévu faire. Et on va d'abord servir la clientèle domestique, donc les modèles américains. On va servir d'abord les Américains, ça va arriver chez nous après. Ça, c'est la nouvelle réalité. Tant que la pandémie ne sera pas passée, puis tant que les puces électroniques seront encore manquantes, on en a au moins pour l'année 2022. On dit que 2023, ça va probablement reprendre un certain rythme, mais il faut être patient. Si vous avez besoin d'un auto, là, pensez pas que dans 2-3 semaines, vous allez en avoir une, à moins qu'elle soit chez le concessionnaire, qu'elle l'attende dans la vitrine. Mais autrement, là, c'est 6-7 mois facile. Là, il y a, évidemment, fallait s'y attendre. Il y a Pierre-André qui nous demande pourquoi l'aventure RPM s'est terminée pour vous deux. Voulez-vous la version longue ou quoi? On va revenir après parce qu'on va parler un peu plus loin de certaines années où on a travaillé ensemble. Bon.
Mais oui, c'est vrai ce que tu dis. Par contre, là, ce qu'on constate, c'est que, tu sais, il manque de véhicules partout, mais d'un autre côté, les concessionnaires n'ont jamais fait autant d'argent. Ben, c'est que Fait que, là, tu sais, ben oui, tu dis, écoute, j'ai parlé avec Denis Leclerc en entrevue oui. de Albi le géant. Lui, son modèle d'affaires était à l'opposé de ce qui se passe en ce moment. C'était du volume, du volume, du Voilà. volume, du volume, du volume. Du rabais, c'est ça. Lui, T'sais- il allait avec le prix le plus bas, en prenant moins dans ses poches, puis en vendant beaucoup. Alors que là, c'est exactement le contraire qui se passe. On n'en a pas, on le vend le plein prix, puis on engrange les profits. Mais la beauté de la chose, c'est que tu es un concessionnaire, tu n'as pas d'inventaire à supporter, tu as moins de staff à payer parce que tu as moins de véhicules à vendre, donc tu as moins de vendeurs. Tu vends au prix de détail, il n'y a pas de négociation. Tu veux négocier? Ben, je m'excuse, mais l'autre à côté, il attend pour l'avoir. Fait qu'on, tu comprends-tu que le là, veux pas, là, lui, c'est il l'offre veut. et la demande, là. Exact. Fait que, puis peu importe le type de véhicule, peut-être à part une Civic, là. Parce que des Civic, d'un coup, il y en a pas un peu. Puis personne en achète. Je sais pas si vous avez vu ça, des nouvelles Civic. Je n'ai pas vu gros, moi. Hey, les nouvelles Civic, ça route, Mais, là. le prix a monté, hein. Ben, C'est plus abordable, une Civic, là. le prix a explosé. Ouais. Puis, à part renouveler un client existant pour racheter sa location ou son usager, parce que là, ça te permet d'en vendre deux en un. Exact. Un client qui rentre chez Honda pour acheter une Civic à 32, 33, 34 000 aujourd'hui, Pas évident. il y en a beaucoup moins qu'avant. Là. Ah oui. Il y en a, tu sais, écoute, fait que c'est une voiture. En fait, si la tendance se maintient, pour reprendre une expression bien connue, c'est la Corolla qui va dépasser la Civic cette année. Oui. Excluant même le fait qu'il existe un Corolla Cross, là, juste la Corolla régulière et hatchback. Là. Oui, puis d'ailleurs, les chiffres, là, ils étaient à quelques centaines d'unités près, un de Ouais. l'autre, là, au dernier trimestre. Là, Ouais. ça va jouer dans le mois qui vient. Là, Fait que j'ai littéralement. bien hâte de voir, mais le marché est en train de changer. Mais c'est ça. Fait que les concessionnaires, ils Mais font de l'argent. As-tu peur, Antoine, que ça devienne peut-être un nouveau modèle d'affaires? Parce que là. Ben, j'ai pas peur, j'aime ça. Oui, oui. Mais parce que là, les concessionnaires doivent se dire, OK, on vend moins de véhicules, mais on les vend à meilleur prix. Est-ce que volontairement, même quand il va avoir de la disponibilité, qu'ils vont garder un inventaire bas pour continuer de vendre ça à des bons prix? Ben, moi, j'aime ça comme ça. Personnellement, là, tu sais, pour connaître beaucoup de gens dans l'industrie, pour Ouais. avoir des amis qui ont des concessionnaires, c'est sûr que c'est difficile quand il y a un client qui rentre pour acheter un produit puis tu l'as pas, puis tu es obligé de dire désolé. C'est sûr. Mais d'un autre côté, tu sais, entre vendre 1200 véhicules, faire de l'overtime, rusher, manquer de staff, travailler comme un déchaîné pour offrir un service moyen parce que tu gaules, Ouais, c'est ça. ou vendre 700 véhicules, mais bien les vendre, offrir un service à la clientèle exceptionnel. Ouais, faut qu'il y ait Puis- ça, par exemple. Non, mais ça vient avec. Ouais, Je veux parce dire, que faut pas que tu prennes de raccourcis à ce moment-là. tu veux dire, si tu vends 700 véhicules au lieu de 1200, tu as plus de temps pour mieux servir ton client. Forcément, tu vas mieux payer son véhicule d'occasion que tu prends en échange aussi, sur lequel tu vas Sachant que tu vas faire avoir un un autre meilleur profit. prix, ouais, Fait que c'est ça. Puis ce que j'aime de ça, c'est que tu améliores le service à la clientèle, tu as un service plus personnalisé, il y a plus d'argent qui se transige. Conséquemment, les gens accordent une plus grande valeur à leur véhicule et vont forcément les entretenir davantage et plus longtemps. Donc, il n'y a pas de gaspillage. Il y a 4-5 ans, là, c'était la mode là, chez Nissan, entre autres, là, c'est mettre de la tôle Ouais, de la dans le voiture chemin. gelable. De Ah la ouais, voiture c'était du jetable. consommé Ouais, ouais. jeté, là, du Rogue blanc, gris, noir, là, tac, 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 on en mettait sur la route. Là. Les agences de location, let's go. Je te parle même pas de Chrysler. Oui, puis Nissan avouait candidement vouloir prendre des parts de marché, puis ça, tu le fais ça. Oui, mais ils l'ont fait de la mauvaise façon. Oui. T'sais, là, ils ont rectifié le tir. Le terme est anglais. Ben, là, le c'est maître dumpé. dans l'art de faire ça, c'est Chrysler. Oui. Là. T'sais, de loin, là. Encore aujourd'hui. On pine des véhicules, là, pour utiliser le langage du milieu, là. On pré-enregistre des véhicules vendus qui n'ont même pas touché le sol encore, qui sont encore sur des trains ou sur des camions. Imagines-tu? Fait qu'ils sont considérés comme vendus. Ils sont considérés comme vendus, mais il n'y a même pas un client attitré Ouais, au ouais, véhicule. ouais. Fait que ça n'a aucun bon sens, mais c'est une stratégie que tu peux plus, que tu pourras plus faire très longtemps parce que, pour répondre à ta question,
est-ce que lorsqu'on va commencer à refabriquer des véhicules puis qu'on va vouloir bourrer les cours, est-ce que les concessionnaires vont accepter que ça arrive? Parce que de la façon que ça marche dans l'industrie, c'est que t'as, disons, Hyundai Canada qui vend des véhicules aux concessionnaires. Et eux, leur job, c'est de vendre des véhicules aux concessionnaires, que les concessionnaires les prennent dans leur inventaire, qu'ils supportent pour qu'ils les vendent. C'est ça, exactement. Tu comprends? Alors, tu sais, c'est sûr que les constructeurs vont tout le temps vouloir remplir les cours parce qu'eux autres sont morts de rire. La job est faite. Exact. Mais le concessionnaire, lui, il réalise là que en ne supportant pas un inventaire de 3 millions de Il est dollars, capable d'avoir le même chiffre d'affaires sans avoir la cour pleine. ben, il est capable d'avoir un meilleur chiffre d'affaires. Ouais. Écoute, il y en a un qui m'a dit, il y a un concessionnaire GM qui m'a dit cette année, si j'avais fermé mes portes au mois d'août cette année, je faisais le même argent que j'ai fait en 2019. Quand même. À avoir rien dans le cours, là, ouais. ils n'ont pas de pick-up, ils n'ont rien à vendre. Les Bolts sont groundés. Les Silverado, Sierra, tout ce que tu voudras, ils n'en ont pas. Non, puis Mais là, quand il y a un véhicule qui rentre, tu sais, oublions pas qu'en 2018-2019, tu te pointais chez GM, chez Chrysler ou chez Ford, si tu n'avais pas 8000 de rabais sur un pick-up, tu ne l'achetais pas. Non. Aujourd'hui, c'est le prix d'en vite. Fait une maudite différence sur le profit, là. Ah oui, c'est clair. On s'entend-tu? C'est un monde de différence. Il va Fait que, falloir s'habituer à ça, c'est ça que tu me dis. Là. ben, tu sais, puis je me suis commandé une voiture neuve, moi, que je devrais avoir quelque part, si je suis chanceux, en mai de l'année prochaine. Je la paye le prix de détail, puis pas une scène de rabais, là. Puis c'est pas parce que j'ai pas des plugs dans le domaine, mais c'est comme ça. C'est la loi du marché. C'est ça. Tu sais? Puis, je suis un peu content parce que je sais que cette voiture-là, en plus, de par sa rareté puis de par l'intérêt, ben, il va y avoir, elle va déprécier à peine. Tu sais, c'est pas une auto qui va perdre énormément de valeur, comme bien des véhicules d'ailleurs. La dépréciation aujourd'hui, c'est une joke, là. Tu sais, je veux dire, t'as loué un RAV4 hybride il y a 2 ans, tu regardes ta valeur résiduelle. Ouais, il y a du monde qui me demande qu'est-ce que j'ai acheté. Non, ça, je ne dirais pas, par exemple. C'est une petite. T'as vu que j'ai posé. Ben, en fait, c'est parce qu'il y a déjà du monde qui ont donné la bonne réponse. Enfin, bref. Ah, d'accord. Mais non, c'est ça, tu sais, je veux dire, t'as loué un RAV4 hybride il y a 2 ans, ta valeur résiduelle était à, je sais pas, 18 000 $ au bout de 4 ans, puis le véhicule, il en vaut 28. Exact. Ben, tu te mets 10 000 dans les poches, là. Ah oui. Tu sais, il y a une chose qui est certaine, c'est que Black Book, tous ces livres-là, ALG, là, les compagnies qui font qui établissent les valeurs. Qui en fait Je aussi, ne sais pas pourquoi ils sont ouais, encore là. Ah, ben là, c'est que là, les règles du marché Ben ont non, changé. il n'y en a pas. C'est ça. Là, c'est au plus fort la poche. Exact. Tu sais, ça n'a aucun bon sens. Là. Il faudra voir quand on reviendra à une certaine normalité si on va retrouver des chiffres qui tiennent la route. C'est ça. Mais là, c'est pour le moment, on en a encore probablement pour une autre année, là, tant qu'on n'aura pas rétabli un certain rythme de production. Oui, c'est exactement. Exactement. Fait que, bien hâte de voir ce que ça sera en 2022. Ouais. Bien hâte de voir si les constructeurs vont être en mesure de tenir Moi, leurs je pense promesses. que 22 qui s'en vient va être un peu beaucoup à l'image de 21. Je pense pas qu'on voit des gros changements. Là. Tu sais, à chaque fois qu'on pense qu'on commence à avoir un petit peu de lousse, pouf, il arrive un autre variant. Pouf, il arrive un autre variant. Ouais. Puis écoute, là, à l'échelle mondiale, il y a 5 % de la population de vaccinés. Là. Tu sais, on vit d'un pays occidental où il y en a pas mal. Chez nous, on n'est pas pire. D'ailleurs, une chance Mais- que tu l'étais. Oui. Oui, je me suis tapé un petit séjour en Californie de 2 semaines. Alors, moi, j'ai 2 Monsieur vaccins est- par la COVID. Ouais, Alors, tu as été testé positif aux États-Unis, aux fait que tu as États-Unis. profité du soleil dans ta chambre d'hôtel ouais, pendant. Oui, c'est pas vrai. Pas profiter fort du soleil. Mais heureusement, les règles en Californie, c'est que tu es 10 jours à partir des premiers symptômes. Puis moi, au moment où j'ai été testé, ça faisait déjà 3 jours que j'étais aux États-Unis. Fait que je suis resté, dans le fond, 1 semaine complète dans ma chambre. Ouais, mais tout était asymptomatique, là. J'avais rien. Puis en fait, le laboratoire m'a envoyé 2 résultats. Un négatif, puis un positif 10 minutes après, puis eux autres, t'es même pas sûr. Ouais. Fait que, mais ils ont dit, dans le doute, on considère que vous êtes positif. Bon, j'ai dit, ça veut dire que je reste ici. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ah, Fait ouais. que j'ai resté 2 semaines, mais la première semaine dans ma chambre, la deuxième semaine, bon, je me suis permis d'aller. J'étais à San Francisco, donc j'étais allé dans la ville, j'étais allé me promener un peu. Tu sais, j'ai pris l'air un brin, là.
T'as Mais pas bon. le teint trop belles années, pourtant. Non, je pensais sorti pour ça. Mais non, bref, j'étais chanceux malgré tout parce que j'ai pas été malade. Ouais. J'ai eu genre un fond de grippe 3 jours, puis les yeux un peu rouges, là, mais j'ai été capable de travailler, j'ai vaqué à mes occupations quotidiennes. Fait que, puis bon, si je l'ai eu, ben je l'ai eu, puis j'aurais eu la COVID par-dessus 2 vaccins. Fait que Ouais, je devrais c'est être ça. pas pire pour un bout. Bon, parfait. Fait que qui sait si la COVID n'est pas dans la grosse brune présentement? Ah, On ne sait pas. Je devrais être bon. Bon. Mais là où je voulais en venir, c'est que... voyons, je m'en allais où? Ouais, c'est ça. Là, ce que je me demandais, c'est... Toi, tu penses quoi de toutes ces nouvelles marques-là, de Imperium, de Fisker, de tout ça? Comment tu vois les... Parce que, C'est une Aujourd'hui, bonne tu question. sais, juste Polestar, Ah oui, tu sais, juste Polestar. il est où le réseau de concessionnaires? Ils sont où? Ben, en fait, Tu sais- moi, je pense que ça, c'est l'autre affaire qu'on va voir. C'est que des réseaux de concessionnaires, il n'y en aura plus. Parce que là, c'est à quoi le frein ou un des freins majeurs à l'expansion de compagnies dans des territoires où il n'était pas? C'était les réseaux de concessionnaires. Hmm. Parce qu'implanter un réseau de concessionnaires avec de la brique puis du mortier, là, ça coûte une Ouais, ben fortune. attends, t'as plusieurs des nouveaux. Tu sais, Rivian et VinFast, entre autres, c'est pas des concessionnaires. Ils veulent prendre le modèle d'affaires de Tesla. Ben oui. C'est-à-dire Ben, en avoir. fait, c'est mais parce c'est que- quand même des bâtisses avec des gens qui vendent des Oui, véhicules. mais c'est juste des pas points- une concession. C'est ça, c'est des points de service. Puis, tu sais, Tesla était capable de faire la preuve que tu n'as pas besoin d'un réseau élaboré puis des concessions de 50 000 pieds carrés avec 250 chars dedans pour vendre des autos. Non, ça c'est sûr, on s'entend tous là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que ça te prend quand même. Tu sais, VinFast annonce qu'ils vont avoir 38 magasins au Canada. Oui, là, ils en ont déjà. Écoute, là, 38, là. 38, c'est du monde. Mais ça Imperium coûte très 3 cher. dans la région de Montréal établi le- là. Oui, le troisième a été nommé la semaine passée. Là. Ouais, du clos. je pense. Ouais. Du clos, c'est ça. Mais ils vont s'établir. Mais comme je disais tantôt, c'est que arrivé dans l'électrique, là, on voit comme une effervescence. Les gens s'intéressent à ça. Et on se dit, OK, moi, j'ai les capacités de le faire. Merci, Mylène. Il y a Mylène qui nous dit que ça manque de décoration de Noël. On aurait Fait pu, que la semaine prochaine, je vais mettre mon chandail LED de Noël qui illumine, là. Mais là, on est le 1er décembre. On peut se donner un petit lousse c'est encore, ça. on va se donner une chance. Mylène, j'ai même Mais, pas monté mon sapin, là. Fait mais non, blague à part, les compagnies qui ont la capacité de le faire, j'ai l'impression, tu sais, comme Polestar, bon, c'est Volvo qui est derrière ça. VinFast, même si on ne les connaît pas ici, c'est une des plus grosses compagnies au Vietnam. Ouais. Imperium, ça, c'est une compagnie canadienne. Parce que les gens disent, des Chinois. Oui, le véhicule est fabriqué en Chine, mais non, la compagnie n'est pas chinoise. Ouais. C'est qu'on fait faire ces véhicules en Chine, mais c'est une compagnie qui est établie aux États-Unis, Ouais, qui a un siège social aussi au Canada, en Colombie-Britannique. Donc, on va avoir Lucid. Bon, Lucid se veut le concurrent de Tesla à tous les points de vue. Les critiques sur la voiture sont dithyrambiques. Tous ceux que je connais qui ont conduit ça, ça a l'air, c'est exceptionnel. Écoute, cette voiture-là s'est rendue dans le trio de tête des voitures nommées pour le North American Car of the Year, pour la voiture nord-américaine de l'année, à côté de la Civic puis de la Golf GTI. Ben oui. Puis on parle d'une voiture qui coûte 5 fois le prix de ça, là. Oui. Puis évidemment, nous, on est plusieurs journalistes qui avons peut-être contesté ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans l'équipe qui a pu la conduire. Ouais, ben, moi, j'ai toujours beaucoup de réticence quand on met des véhicules. Tu sais, moi, à la base, puis bon, pour l'avoir fait dans la JAC, pour l'avoir fait dans le jury canadien, pour l'avoir fait ailleurs, Ouais. moi, le critère numéro 1, est-ce que je l'ai roulé? Si je ne l'ai pas roulé, je ne peux pas voter pour cette auto-là. Je ne peux pas donner une impression de conduite que je n'ai pas eue. Puis s'il n'y a pas tout le monde dans l'équipe qui vote, qui l'a roulé, ben on ne devrait pas la mettre là. Tu mets un astérix en disant, ben écoutez, Ouais. comme tout le monde ne l'a pas conduit, on ne la met pas au vote. Quand tout le monde l'aurait conduit, on le remettra au vote. Mais visiblement, la Lucid, ça a été une voiture qui a été extrêmement appréciée de ceux qui l'ont conduit. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Puis là, ben, il y a quelqu'un justement qui parle de la folie boursière de Lucid. On peut dire la même chose Lucid de Rivian. 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 C'est Qui n'importe vaut plus quoi. que Volkswagen, puis ils n'ont pas vendu un char. Ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, c'est C'est de la ridicule. spéculation boursière, mais c'est vrai que, tu sais, Tesla aussi. Ça si vaut on plus que considère- Volkswagen, tu sais. Ah oui, tu sais, si Ouais. on considère le poids de la compagnie versus, tu sais, ses antécédents, l'historique, puis Ouais. tout ça, Tesla ne devrait pas régner en haut
à 1032 $ l'action, là, des affaires de fou. Mais bon, parce que là, c'est la mode. Tous les gens qui sont in sont dans l'électrique. Fait que go, investissons massivement On là-dedans. s'entend-tu qu'on est assez haute présentement? On est assez haut présentement, oui. Ouais. Mais elle pollue pas. Hein? Ben non, pollue pas, elle marche pas. C'est ça. Et c'est ça. Je pourrais la partir, mais on parlera pas longtemps dans le garage ici. C'est correct, Ça va être beau. Bon, pas besoin. Je te Fait que moi, j'ai bien hâte de voir comment Imperium, parce que, tu sais, quand on a parlé aux gens d'Imperium, Christian Dubois, Ouais. lui, il me disait, on va commencer à vendre des véhicules en décembre. Puis là, écoute, à l'écouter... Ils sont toujours pas homologués, les Ils véhicules. sont pas homologués, mais il y avait... Je ne veux pas me tromper. Je pense il m'a dit qu'il y avait 600 commandes, puis que chaque concessionnaire qui allait établir au Canada en avait genre une quarantaine qui étaient déjà vendues. Là. Oui, oui. Mais là, comme tu dis, il faut les homologuer, première étape. Puis après ça, bon, il faut voir à quel prix ça va se vendre. Ben, les prix sont pas mal annoncés. Là. Les prix sont pas mal Mais annoncés. tu sais, il faut surtout voir, écoute, là, la version de production canadienne, ça va ressembler à quoi? Bon, d'une part... Tu sais, moi, j'ai conduit l'autre affaire prototype oublier, chinois. C'est que là, évidemment, il y a eu des ralentissements à cause de tout ce qu'on a parlé tantôt, pandémie, puces, etc., etc. Mais quand les modèles vont commencer à arriver là, en quantité, là, Ouais. ça va-tu résister, toutes ces petites compagnies-là, à travers les compagnies établies qui vont arriver dans le décor avec un service, un suivi et tout, et tout, et Ouais. tout? Ça, j'ai hâte de voir ça. Parce que ça a été un peu ça. Quand l'automobile a commencé dans les années 1900, tout le monde s'est dit, ben, hey, c'est pas compliqué de faire un char. Là, moi, j'ai un garage. Puis, tu sais, les moteurs, à l'époque, là, on s'entend, là, c'était la simplicité même. Là, il n'y avait rien de compliqué. Alors que l'électrique, c'est la même affaire. Si tu es capable de trouver un fournisseur en pile, tu es capable de faire un véhicule électrique. Là. Le reste, c'est de l'habillage. Fait que là... Oui, mais permets-moi de te dire que l'habillage est assez important. L'habillage est important. Tu sais, tu as beau avoir une technologie... Bon, regarde Tesla, je pense que c'est le plus bel exemple. Tu sais, ils ont une technologie que personne n'est capable d'accoter. Je veux dire, on ne peut pas s'obstiner là-dessus. Là. Tesla, pour la technologie, pour le réseau, pour tout ce que tu voudras, ils l'ont. Là. Mais après ça, pour fabriquer et assembler des autos, là, quand tu dis qu'ils assemblent ça sur le bord d'une autoroute dans des abris Tempo à Fremont, là, c'est pas des maudites farces. En fait, ils ont agrandi l'usine, ils ont fini par mettre des abris Tempo parce qu'il y a des morceaux de gazon qui se ramassaient sur la peinture qui était pas sèche quand t'as passé par C'est pas des farces, là. C'est vrai, ça, là. C'est pas, Je sais. des jambes, là. Non, mais puis si vous allez googler, vous allez voir que comme il n'était pas capable de suffire à la demande, ils fabriquent une partie des véhicules à l'extérieur, dehors, dans des... Je dis des abris Tempo, c'est des gros abris blancs, là. Ça a l'air d'un gros abri Ça a l'air d'un gros abri Tempo. Tempo. En fait, ils ont ouvert l'usine, allongé la chaîne pour être capable de fabriquer plus. Parce que c'est l'ancienne usine de Pontiac-Vibe à Fremont que j'avais visité lors d'un déplacement avec RPM à l'époque. Et m'a dit, hein, on t'amène où on veut bien t'amener. Il n'était absolument pas question qu'on approche l'endroit parce que les piles arrivent du plafond. Okay. Puis cet endroit-là était interdit de visite. Il ne voulait même pas qu'on puisse deviner comment ça se passait. Parce que tu l'as dit, leur technologie au niveau des piles est assez exclusive et secrète. Mais on voyait déjà, puis là, je te parle de 2015, 2016, qu'on était aux limites de ce qu'on était capable de faire avec la grandeur d'usine qu'on avait. Là, fait qu'on n'a pas eu le choix, il a fallu étirer. Là, évidemment, on a construit en Chine, on est en train de construire à Berlin. Bon, Martin dit, les gros tempos, ça s'appelle un dôme. Oui, effectivement. Je trouve ça bon. Oui, fait que c'est ça. C'est une chose d'avoir la technologie, mais savoir fabriquer des voitures et bien le faire. Moi, j'ai conduit le Rivian, qualité de fabrication, pour le peu que je l'ai pu conduire, ça ne m'a pas convaincu tant que ça. Ouais, on va séparer. Il y a un proverbe qui dit qu'on sépare le bon grain de l'ivraie. Ben, c'est ça qui va arriver. Ces petites compagnies-là, ceux qui auront un produit pertinent vont probablement rester, puis ceux qui n'auront pas un produit pertinent vont disparaître. Puis Dieu sait qui va s'en sortir. Trop tôt pour le dire encore. On parlait il y a quelques semaines, Germain et moi, du moment où Daou et Kia est arrivé en même temps sur le marché. Si tu regardais le line-up à ce moment-là, tu te disais Kia va débarquer, Daou va rester. Puis c'est pas ça qui est arrivé. Non. Mais tu sais, tu as conduit des Daewoo comme moi. Ouais. Bon, il n'y avait rien de particulier dans une Daewoo. C'était le prix au début.
Sauf qu'à un moment donné, c'était même plus le prix parce qu'Kia et Hyundai sont arrivés à faire des véhicules meilleurs à même prix. Oui, Fait qu'à un mais moment c'est parce que les deux, Kia et Daewoo étaient en faillite. Ouais. Kia a été racheté par Hyundai. Daewoo, ouf, ça dérivait. Puis finalement, c'est c'est GM qui a GM ramassé l'a ça. récupéré. Fait Ouais, ouais. que mais. Puis GM ont fait comme avec tout ce qu'ils ont acheté ailleurs, ils l'ont tué tranquillement. Puis ça a Ben, fini par c'est-à-dire, disparaître. en fait, Ben, ils l'ont gardé pour l'Europe beaucoup. On l'a vu ici. oui, un mais, temps, Daewoo qui est devenu GM DAT Ouais. est toujours actif. ils font Parce- encore des autos. Ben, si tu y penses, là, Mais ta Spark, elle vient de là. Buick encore. Buick encore. Exact. Le Buick encore, puis tout ce qui habille tous ces véhicules-là, même le Bolt, c'est un véhicule qui a partie. été conçu par Ouais, eux autres. Fait que, exact. tu sais, bon. Enfin, bref. Hey, quelques instants pour parler du projet de notre ami André Gamelin, qui s'appelle Oui. Atelier branché. Euh, On parle d'avenir. André, il pense à l'avenir. Là. Ça peut pas être plus vrai que ça. Là. Tu sais, on parlait du futur de l'automobile, puis des concessionnaires, tout ça. Ce qu'on constate aux États-Unis encore plus qu'ici, c'est que les concessionnaires et les constructeurs automobiles ne partagent de moins en moins d'informations sur le développement technologique de leurs véhicules et comment les entretenir, les réparer. Tu sais, c'est pas évident mettre la main sur des chartes de Tesla, sur des chartes de... Tu sais, si tu as un Mustang Mach-E demain matin, est-ce que tu vas réparer ça dans l'atelier du coin? Souvent, Non. ben c'est ça. Puis c'est D'abord, l'atelier du coin n'est pas encore équipé pour ça. Dans bien des cas, là, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça coûte très cher s'équiper dans un atelier mécanique, peu importe l'atelier mécanique, et que chaque compagnie a des chartes spécifiques pour l'OBD2, pour l'entretien, les réparations. Ouais. Et si toi, tu es un atelier où tu reçois une fois ou 3 ans à BMW, regarde, là, tu n'iras pas t'embarrasser des chartes de BMW payées pour former quelqu'un. Fait que tu vas rester dans le général. Puis c'est un peu ça qu'André a vu derrière toute cette Ben, grande c'est-à-dire histoire-là, que- mais dans l'électrique. C'est-à-dire qu'il a surtout constaté le fait que les ateliers, volontairement ou involontairement, n'avaient pas de connaissances sur les véhicules électriques. C'était un gros point d'interrogation. On ne s'est pas adapté à ça. On a peur de ça. Il n'y a personne qui est là pour les Ben, il éduquer y a sur pas de la chose. formation, c'est ça. Il y a pas de Puis, formation. puis tu sais, faut pas oublier qu'un atelier mécanique indépendant, ça a un défi beaucoup plus grand que celui d'un concessionnaire. Toi, tu as un concessionnaire Hyundai demain matin. Tu répares juste des Hyundai. Tu as 7, 8, 9, 10 modèles à réparer, Ah oui. à connaître. Bon, Ton atelier voilà. mécanique, il répare tout Tout. le monde. Ben oui. Fait que, tu sais, faut que tu ailles en chercher de l'information. Là, il y a pénurie d'employés. Ouais. Tu n'as pas le temps d'envoyer des employés en formation. T'équiper, c'est pas évident. Faut que tu gaules, tu cours. Alors, En fait, tu as des choix pénibles à faire de dire, bon, ben OK, il faut que tu fasses l'évaluation de quel produit ta clientèle achète, ouais. puis te concentrer sur ces produits-là, parce que tu ne peux pas t'éparpiller puis être partout. Puis tu as raison en disant que la formation est très importante et malheureusement, dans les temps qu'on vit en ce moment, ils n'ont pas le temps de se passer d'un employé pour aller le faire former. Jamais. Parce qu'il va manquer trop de monde puis ils vont perdre de l'argent. Donc, derrière ça, l'atelier branché qu'André va mettre sur pied, c'est qu'ils vont fournir des formateurs, ils vont fournir un suivi et c'est pas une bannière qui est sous des bannières qu'on connaît. C'est complémentaire à ce qui se fait en ce moment. Ça peut se retrouver partout. Voilà, ça peut Vous être allez chez identifier- un CarQuest. Il n'y a, Ben, y a ouais. pas d'importance, finalement. Mais, tu sais, c'est surtout que l'atelier va être identifié, va avoir une borne de recharge Ouais. et l'ensemble des employés vont avoir des connaissances de base sur des véhicules électriques, ce qui n'est pas le cas actuellement. Exact. Puis, ça va te permettre, justement, d'aller faire l'entretien de ta Chevrolet Bolt puis ton Kona électrique au garage du coin. Voilà. Alors que là, pour l'instant, il y a bien des gens qui pensent qu'ils sont obligés d'aller au concessionnaire puis de payer des sommes faramineuses. Bon, évidemment, sous la période de garantie, les gens vont souvent le faire, mais passer oui, ça... c'est correct. Tant que tu as une garantie, tu vas chez le concessionnaire. Mais moi, le jour où ta garantie est finie, il existe d'autres solutions. Là, tu sais. Ben, il existe d'autres solutions dès le jour 1, si tu veux mon avis, parce que les concessionnaires automobiles, leur modèle d'affaires est, selon moi, dépassé par le fait que, justement, ils se limitent à entretenir des véhicules trop récents. Quand est-ce que tu vois ça, un véhicule qui a 7, 8, 9 ans chez un concessionnaire? C'est assez rare.
Effectivement. Et pourtant, si la personne décide de garder son véhicule longtemps puis Ah de oui. bien en faire l'entretien, la seule affaire, c'est que tu peux pas continuer à entretenir une voiture à des taux puis à des coûts aussi élevés que ça. Ça n'a aucun bon sens. Il y en a qui le font par acquis de conscience, qui ont les moyens de le payer. Là. Ouais. Mais effectivement, et la beauté, c'est que là, on va élargir le spectre des ateliers mécaniques parce que veut pas, les voitures électriques vont arriver en masse dans quelques années du côté des ateliers mécaniques. Là, ouais. on vise 2035 pour plus vendre de véhicules à essence. Bon, Je veux dire, au mois de novembre, un véhicule sur 10 vendu au Québec est un hybride branchable ou un électrique. Voilà, ça fait déjà 10 écoute, ouais. hein, c'est déjà, on avance, là. Exact. Fait que c'est bien important. Fait que Atelier branché, ce que c'est, en fait, c'est une bannière. Vous pouvez aller sur le site Internet. Ça va vous indiquer, grosso modo, où vont se trouver les ateliers qui sont homologués comme ateliers branchés et qui sont en mesure de réparer votre véhicule électrique à coût plus raisonnable. Fait que moi, je pense que c'est une bien bonne approche que les gens de Pièces Auto Super ont emboîté, ont initié, en fait, parce que, dans le fond, ça profite pas que à eux autres, ça va profiter à toute l'industrie. En fait, le but, c'est de faire profiter la population de cette bannière-là et d'amener les ateliers au 21e siècle avec l'électricité, tout simplement. Parle-moi donc du Ford Maverick. C'est quoi cette affaire-là? Bon, là, le Ford Maverick, hybride, il faut bien préciser. Ouais. Les commandes pour l'année en cours, c'est fini. Ils n'en ont plus. Si Déjà, vous l'avez déjà commandé, vous allez l'avoir, mais les nouvelles commandes pour le modèle hybride, ça va aller à l'été prochain. Imagines-tu comment ça n'a pas de bon sens? Bien, en fait, c'est que je pense que Ford s'est fait prendre à son propre jeu. Parce que l'idée est intéressante, c'est qu'on proposait, tu sais, d'habitude, tu vas dans n'importe quel modèle, le modèle hybride, c'est jamais le modèle de base. Le modèle hybride, c'est le modèle qui arrive en deuxième ou en troisième dans la liste. Et là, Ford a fait l'inverse. On a mis aux États-Unis à 19 995 un hybride, 2 roues motrices, avec moteur à cycle Atkinson, hybride, à ce prix-là, en se disant, on va regarder. Puis le moteur 2 litres turbo, lui, était plus cher. Avec les 4 roues motrices. Avec les 4 roues motrices, évidemment. Aux États-Unis, je pense que c'est 20. Ah, mais aux États-Unis, tu peux avoir un EcoBoost avec les 2 roues motrices. Chez nous, c'est juste 4 roues. C'est ça. Mais là, ils se sont fait prendre à leur propre jeu parce qu'ils ont réalisé que finalement, c'est pas le turbo que les gens veulent. Les gens veulent pas trop prendre de gaz dans un petit camion. Écoute, puis c'est une ça formule. s'est vendu en masse, tellement qu'ils n'en ont plus des hybrides. Là, je te gage un petit 2 que Ford va probablement dire fabriquez donc un petit peu plus d'hybrides l'année prochaine là, parce que. Oui, mais encore faut-il qu'ils soient capables de le faire. Il faut qu'ils soient capables de le faire. Puis l'autre chose, c'est que là, tu viens compromettre peut-être la fabrication de l'Escape hybride. Je veux dire, tu as un nombre limité de batteries, par exemple. Tu sais, je veux dire. Bon, il faut regarder tout ça. J'ai parlé aux gens de Toyota aujourd'hui, moi, puis j'ai trouvé ça intéressant. Ce qu'ils me disaient, c'est que on va frôler les 60 000 RAV4 vendus au Canada cette année. Oui. OK? De ce nombre, tu vas avoir eu 44 000 modèles à essence. Exact. Ou 42 000 modèles à essence. 41 000 modèles à essence réguliers, traditionnels. OK. Tu vas avoir à peu près 14 000 hybrides, puis 4 000 Prime. Oui, puis à peu près toutes les Primes sont venus au Québec, à l'exception de 8. Puis malgré en tout, fait, il y a quand même... Non, c'est quelque chose comme 2700 en fait, Prime. Les 1000 premières sont venues au Québec. Ouais. Après ça, on en a envoyé, je pense, 1000 en Colombie-Britannique. On en a ramené au Québec, puis on en a parsemé une coupe ici et là. Ouais. Mais ce qui fait la popularité au Québec, c'est le 13 000 de rabais, qui non, revient moins cher qu'acheter un hybride régulier. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, Toyota a vendu 41 000 RAV4 à essence traditionnelle, mais s'il avait pu avoir des hybrides comme les gens voulaient, je pense que le modèle à essence aurait été moins populaire. Ben oui, c'est clair. En fait, les gens apprécient le côté fiable du RAV4. Puis moi, je sais que j'ai parlé à beaucoup de gens qui m'ont dit finalement, on a pris un hybride parce que là, l'hybride, le Prime, ça prenait 1 an et demi. Fait que il y a bien des gens qui se sont rabattus sur l'hybride ordinaire. Puis là, qui n'est pas mauvais, là, soit dit en passant, mais c'est sûr qu'avec 60 et quelques kilomètres d'autonomie, c'est toujours tentant. Mais tu vois, on a eu 4000 RAV4 Prime pour le marché canadien cette année. On ne pensait pas en avoir autant.
Et juste pour le Québec, actuellement, il y a plus de 6000 commandes de RAV4 Prime. Ouais. Et on sait qu'on n'aura pas autant de RAV4 Prime en 22 qu'en 21. Ben non, il y a une usine au Japon qui les fabrique. Il faudrait penser peut-être en mettre une deuxième ou augmenter le rythme de production ou les envoyer au Canada. Seigneur, on fait des RAV4 au Canada. C'est compliqué comment de faire un Prime une fois que tu fais déjà le RAV4? Il doit avoir de la complexité. Ça doit... Oui, j'ai posé la question parce que j'ai dit, c'est fabriqué en Ontario, les RAV4. Pourquoi vous ne mettez pas, je ne sais pas, moi, une ligne où vous... Ouais. Bon, il y a une batterie à mettre qui est plus grosse que les autres. Comme tu dis, il y aurait du réoutillage à faire. Ah ouais. Mais la demande est tellement forte, je me dis, ça vaudrait pas la peine d'essayer parce que là, tu augmenterais la production, puis t'étendrais ça en Amérique du Nord à une plus large échelle. Mais bon. Mais en même temps, c'est payant de vendre des RAV4 fabriqués ici à essence, Ben oui. technologie qu'on connaît, qui n'est pas bon. Qui coûte moins cher, Ben oui. etc. Demandez-vous Donc, pas t'as pourquoi raison. Honda ne vend pas de CR-V hybride au Canada. C'est parce qu'on veut vendre ce qu'on payant. fabrique ici. Ah, c'est pas payant. C'est pas plus Exact. dur que ça. Exact. Bon, juste un mot pour dire que c'était aujourd'hui qu'il fallait mettre nos pneus d'hiver. As-tu tes pneus d'hiver sur ta Porsche? Oui, monsieur. Ben non, pas Porsche, j'adore. Mais la Audi, il y a les pneus d'hiver dessus. Bon, partout. OK. Depuis Puis le tu vois, 29 octobre. Moi, mon camion, ben, ça fait quelques minutes que les pneus sont installés parce que j'ai fait venir quelqu'un ici pour les installer dans le cours. C'était plus simple de même. J'étais un peu à la dernière minute, je le sais, mais c'est ça. Ouais, je suis pas trop fier. Mais t'es correct. Oui, mais j'ai pas conduit avec OK, au premier décembre. Je parlais à mon ami garagiste au coin de chez nous. Ouais. Il va mettre de l'essence. Lui, il a des rendez-vous jusqu'au 14 décembre. Pour le premier, évidemment. Mais le monde appelle, là, il dit, depuis 4 jours, il faudrait que j'ouvre 24 heures par jour avec 3 fois les employés que j'ai, puis 6 bits de service que j'ai pas. Ben, là, il dit, le problème, là, j'ai dit, moi, je peux en prendre tant par jour. Fait que quand les gens m'appellent, je dis, ben, je suis rendu au 12. Je suis rendu au 13. Il dit, là, je suis rendu au 14. Fait que là, il y a des gens qui vont soit rouler 2 semaines pas pneus ou qui rouleront pas 2 semaines. Mais bon. Alors, la morale, prenez-vous d'avance. Exactement. Bon, là, Benoît, là, c'est la grosse question, là. Pourquoi t'es parti d'RPM? Ah, Seigneur. Mais en fait, Ouais. moi, je veux pas aller nécessairement sur ce terrain-là, parce que là, il y a des histoires internes, il y a des... Oui, il y a des histoires c'est- internes, puis ça, je pense que ça ne donne rien d'étaler ça au grand public. Là. Non. Mais disons que ce qui a été difficile pour moi, c'est que pendant toutes ces années-là, je faisais à la fois la nuit de l'automobile l'été. Et les gens, tu le sais, on l'a fait ensemble, même que c'est toi qui faisais les intérieurs d'automobile en studio seul. Parce que moi, j'avais un livre à faire. On tournait ensemble. On tournait ensemble à l'aéroport. Tous les tournages d'essais routiers que vous voyez à RPM, ça se fait l'été. Donc, ça se fait en mai, juin. Généralement, on prenait un break en juillet parce que la plupart des c'est mai à septembre. Mai à septembre. Ouais. Puis le livre sort en septembre. Fait que moi, là, les 4 gros mois de tournage, c'était les 4 gros mois du livre. Et ça me donnait des semaines de cinglés. Hey, je m'excuse, là, je te coupe parce qu'on vient de se faire dire qu'on est encore plus intéressant que District 31. Oh boy! Fait que... mais non, j'ai fait ça 5 ans. Puis à un moment donné, j'ai fait un choix. Parce que c'était trop difficile de faire les deux. J'étais littéralement en train de me rendre malade, là, physiquement. Là. Écoute, moi, je pense que les gens l'ont vu aussi. La dernière année où j'ai été là, je vous épargne physiquement ce que c'était, mais j'étais tellement stressé. Alors, c'était demandant. Puis, la dernière année, j'étais plus à l'aise. Je l'avais fait. J'avais le goût, moi, qu'on amène ça ailleurs. J'avais le goût, puis ça marchait pas. On donne 2 heures par semaine. C'est 2 heures de télé par semaine qu'on faisait. Et ça, en soi, c'est une job à temps plein. Puis toi et moi, on avait l'équivalent d'une deuxième job à temps plein dans d'autres choses. À cette époque-là, toi encore plus que moi. Là. Oui, moi, j'avais le livre, j'avais les journaux, j'avais 2 sites web, j'avais un magazine, puis j'avais la télé, puis écoute, des semaines de 80 heures, là, j'en ai fait. Puis je le sais ce qui se tape, les gars, là-bas. Là, absolument. Je le sais ce qui se tape aujourd'hui. Ils ont eu la bonne idée de faire que ça. Puis je pense que c'est intelligent comme décision. Puis moi, je voulais pas abandonner le livre. Le livre, c'est mon bébé. Puis j'ai fait le choix de rester avec le livre.
Puis, j'ai pas de regrets. J'haïrais pas refaire de la télé dans une formule moins contraignante. Puis, il faut dire que toi et moi, on n'était pas à Québec. Il fallait descendre à Québec pratiquement toutes les semaines. Ouais, tu vois, j'ai pas réglé mon problème. Non, Parce que... toi, tu descends encore à Québec. T'es plus sadique que moi. Non, c'est ça. Mais, Parce que, en fait, ce qui est arrivé, c'est que, c'est ça. Moi, j'étais arrivé au moment où j'ai fait, bon, ben, ça va être ma dernière année. Ça n'a pas été très, très bien reçu parce qu'évidemment, c'était pas dans les plans que je m'en aille, mais j'ai pris cette décision-là à ce moment-là, en 2018. c'est une décision très difficile à prendre. Puis, ça, il ne faut pas le cacher à personne. Puis ne sachant pas où je me retrouverai après. Hein? Ben non. Moi, j'ai pris cette décision-là, ne sachant pas où je me retrouverai après. J'ai pris le volant de la Grosse Brune, j'ai fait la route 66. C'est ça qui est arrivé, là. Moi, j'ai quitté RPM, j'ai pris le volant de la Grosse Brune, j'ai fait la route 66, j'ai pris le temps de réfléchir, puis accessoirement de tourner une petite série en même temps pour mes réseaux sociaux à ce moment-là. Puis c'est vraiment là où j'ai fait, bon, ben, on va voir ce que l'avenir me réserve. Puis, toc, le guide est arrivé. J'ai reçu un appel, en fait. Le guide est arrivé. Puis depuis ce temps-là, ben, je suis là. Puis tu vois, Salut Bonjour m'a appelé. Puis ils m'ont dit, viendrais-tu à Québec aux 2 semaines faire une chronique? Oui. Ça serait les fins de semaine. Yes. Fait que je suis à Salut Bonjour depuis ce temps-là. Puis donc, je retourne à Québec aux 2 semaines, puis c'est bien correct, mais... Moi, j'ai fait une croix là-dessus. Non, je me suis libéré du temps. Ouais. Puis c'est correct. C'est correct. C'est pas facile, puis j'ai adoré ce qu'on a fait ensemble, puis ça n'a rien à voir ni avec toi, ni avec le public. C'est juste que pour ma santé personnelle, à un moment donné, il fallait que j'arrête. Et quel est le moment le plus mémorable de l'histoire des tournages de RPM? Ah ben là, tout le monde le connaît. Il faut que ce soit le Mirage. Écoute, c'était... Il n'y avait rien... Ça s'invente pas, ça. Il n'y avait rien dans ce tournage-là de stagé. Il n'y avait rien. C'était pas prévu. La voiture a fait... Non, puis en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avant qu'on aille à la caméra, on prend nos mesures, on essaie le véhicule. Ouais, c'est vrai. Bon, pour notre sécurité à nous, puis aussi pour se donner une idée. Parce que là, souvent... Là, si vous entendez un petit bruit de fond, je m'excuse. C'est mon compresseur dans l'autre garage qui vient de partir. Bon, c'est ça. Tu sais, je donne l'exemple. La Mirage, évidemment, l'accélération était catastrophique. Bon, ben les cônes qu'on met d'habitude à un endroit prévu, on pouvait même pas reculer assez loin sur la piste d'atterrissage. Il a fallu se prendre un élan, tourner avec une... Bon, ben tout ça, là, il a fallu calculer d'avance à peu près ce que ça donnait pour que lorsqu'on arrive à la caméra, ben qu'on soit dedans. Bon, ben tout ce qu'on a fait avant, tout fonctionnait. Les freins marchaient, l'accélération, on avait tout fait ça. Donc, nous autres, on s'attendait à dire, OK, on va arrêter à peu près là-bas. Boum, t'arrêtes, il n'y a plus de frein. Il n'y a plus de frein. Puis là, ben, pour ceux qui n'ont pas vu l'extrait, c'est que l'ABS a lâché. Benoît a toutes freiné. Les lumières ont allumé. Benoît a freiné, ça a fait des flat spots sur les pneus. Puis là, on a roulé comme une voiture des pierres à feu après. C'était effrayant. Là. Et Benoît a sacré à l'écran. Oui. Notre réalisateur a dû mettre un beep sur... Oui. Puis là, c'est drôle, il y a Alain Drouin qui dit « Et Sylvain Raymond est parti du guide de l'auto pour aller rejoindre l'équipe d'RPM. » Ben oui, puis Sylvain, c'est un très bon ami à moi, comme quoi le monde est petit. Je salue Sylvain, d'ailleurs, qui est nouvellement maire de Saint-Blaise sur Richelieu. Ça se dit-tu c'est Saint-Blaise, pas Saint-Blaise-sur-Richelieu, à côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, Sylvain Raymond est nouveau maire et membre de l'équipe de RPM. Je le salue personnellement. Et c'est Sylvain, en fait, qui est venu me chercher pour que j'aille travailler avec lui au guide. Puis après ça, ben, il est parti. Hey, merci, Sylvain. Mais c'est vrai. Puis tu sais, c'est des choses qui arrivent dans le métier. Ben oui. Puis toi et moi, on reste des bons amis à travers tout ça. Là, on a pris chacun notre voie. On est concurrents en quelque sorte parce que on travaille pour le même livre. Puis bon, tu sais, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que, comme on fait là, qu'on ne peut pas collaborer à l'occasion. On s'appelle régulièrement quand on a des questions, on se pose des questions sur l'industrie. On reste bons amis, mais on n'est plus ensemble à l'écran.
Est-ce que ça... Est-ce que ça reviendra un jour? Là, c'est ça que les gens nous demandent. Ben, écoute. Fait que moi, ce que je peux vous dire, c'est que dès l'hiver prochain, on reprendra des tournages ensemble avec André de Pièces d'Auto Super. Vous pourrez nous suivre. Vous pourrez nous suivre. Ben, je vais partager ça sur mes réseaux sociaux, Benoît aussi, mais ça sera aussi sur le Facebook de Pièces d'Auto Super. Alors, on va se rejoindre là quelques fois, enfin 2 fois par mois à peu près pour comme les super shows qu'on faisait. Comme les super shows, on va reprendre la formule des super shows, puis discuter du marché de l'automobile après-vente. On ne sait jamais. Alors voilà, à suivre. Bon, là, moi, j'ai une habitude à chaque semaine, Benoît. Je présente une brochure de la semaine. Oui. Où on se remémore de bons instants. Absolument. La semaine passée, c'était la... je l'ai-tu ici? Non, ça, oui, c'était la... Tu vois, comme quoi je fais pas mon ménage puis je savais pas mes affaires. J'avais la brochure de la Suzuki X90 la semaine passée. Oh! Écoute, que j'ai eu en essai comme voiture de presse. Fine bouche que je suis. Ça Elle était turquoise, 2 portes avec un toit noir. Bien sûr. Une laideur. Mais c'était pas si pire à rouler. Mais tu sais, il fallait pas vouloir... On n'a pas d'ambition côté moteur, mais... 95 HP. Oui. Puis à 100 km/h, le moteur voulait sortir. Oui. Alors là, c'est pas une brochure que j'ai cette semaine, c'est une pièce d'anthologie. Ah oui, ça. Et Benoît, toi, tu as travaillé avec l'auteur de ce produit-là. Alors, je vous le montre tout de suite. C'est le guide de l'automobile 1978 qui a été écrit par Daniel Hérault, qui a fait le carnet de route de, je pense, 1986 à 2000. À 2001, le dernier. Et si je me trompe dans les années, dites-le moi, dites-le, tu sais, si vous avez des exemplaires de n'importe quoi qui aurait été publié par Daniel Hérault entre 1978 et 1984. Puis moi, je veux surtout savoir en 60. Ouais, c'est ça. J'en ignore l'existence. Moi aussi. Tu sais, j'ai aucune idée. Sauf que toi, tu as travaillé avec Daniel Hérault. Moi, j'ai commencé avec Daniel Hérault. Raconte-nous ça. Bon, moi, j'ai rencontré Daniel Hérault à l'époque où je travaillais à Radio-Canada. J'ai travaillé comme rédacteur au sport à Radio-Canada. Daniel Hérault, qui est un Français qui est arrivé ici puis qui a travaillé avec Jacques Duval en passant. Voilà. Daniel Hérault est arrivé ici en 1973, pour ceux qui se posent la question. Il est décédé cette année. En passant, Ouais. Daniel est décédé depuis quelques mois. Cancer, puis bon, 78 ans. Il est né en 43. Il est arrivé ici à 30 ans. Et lui avait un cours d'ingénieur, travaillait pour Électricité de France à l'époque, et est arrivé au Canada pour partir, une nouvelle vie, puis de nouveaux défis. Puis, Nicolas Tardif dit qu'il y a eu un carnet de route 2002. Oui, en fait, c'est le 2001 qu'il y a eu en 2002. C'est un 2001-2002. Oui, exact. Oui, c'est une copie combinée. Oui, c'est ça. Bon, mais qui était plus cartonnée. Qui était une copie catalogue qui avait l'air d'un magazine. Pour faire une longue histoire courte, c'est Trader qui a fait ça. C'était Auto Hebdo qui a fait la dernière édition, 2002. Mais le carnet de route dans sa forme traditionnelle. Rigide, tout ça, 2001, la dernière année, 2002 avec ça. Trader. Donc, pour finir mon histoire, j'étais à Radio-Canada, au service des sports. Daniel est arrivé en 73 et lui... Quand moi, j'étais à Radio-Canada en 90, travaillait à l'émission du matin à Radio-Canada avec Joël Lebigot. Joël Lebigot qui était la semaine à l'époque et non le week-end comme il fait le samedi en ce moment. Et tous les lundis, il venait faire une chronique auto. Donc, il y avait un sujet, il en parlait avec Lebigot. Et il y avait une présence à 7h10 le matin puis à 8h10. Et entre les deux, entre 7h10 et, mettons, 7h15 et 8h06, 7, 8, il y avait une ligne, un numéro de téléphone où les gens pouvaient appeler, poser des questions à Daniel Hérault qui répondait à leurs questions. Donc, moi, on se voyait parce que moi, j'allais là porter des nouvelles pour Raymond Lebrun, qui travaillait au sport à l'époque. Ouais. Puis, Daniel est venu me voir un moment donné, puis il dit « T'as-tu du temps de libre dans ta semaine? » On se jasait, puis j'ai dit « Ben, moi, je commençais à 4h30 le matin, donc je finissais à midi. » J'ai dit « Ben, mes après-midi, ouais, c'est assez libre. » Fait que j'ai commencé, dans le carnet de route, à faire des prix d'assurance, des fiches techniques. Hein. Tu sais ce que c'est quand on commence. C'est à peu près toujours ça qu'on fait. Puis réécrire certains textes. Parce que tu as des modèles, tu le sais, d'une année à l'autre, on ramène le modèle en changeant rien. Ouais. Donc, un peu, quelques après-midi par semaine. Puis là, j'ai commencé ça dans le carnet de route 92. Et moi, en 92, à la fin de 92... Radio-Canada m'apprend que mon contrat est terminé. J'ai plus de job parce que Raymond Lebrun a pris sa retraite, puis celui qu'on va engager, au lieu d'avoir quelqu'un qui écrit puis quelqu'un qui lit les nouvelles, on va prendre quelqu'un qui va faire les deux.
Ah ouais, OK. Alors, on a aboli mon poste. On a engagé Louis Hardy, qui était déjà annonceur à l'époque, puis Louis a fait tout l'ouvrage tout seul. Puis C'est Daniel juste que vient ton congédiement a été un peu moins médiatisé que celui de Michel Bergevin. Mais ça. que Marc Bergevin. Marc Bergevin, pardon. Ouais. Effectivement, là, on s'en fout, directeur au sport Radio-Canada. Sauf que là, bon, moi, j'avais un mois, j'avais plus de job. Et Daniel Hérault vient me voir le lundi suivant, parce qu'on se voyait tous les lundis, puis il dit, écoute, je viens de signer un livre. Un contrat pour faire un livre. Je trouve ça très drôle parce que Nicolas Tardif, que tu connais. Ah, lui, que je connais, ben oui, non, qu'on ben connaît. Nicolas celui Tardif qui fait des fiches techniques pour le guide de l'auto aujourd'hui. C'est comme quoi la roue tourne. Ben oui, Moi ben aussi, oui, je suis on passé commence par là. Fait que Antoine, Nicolas. t'as commencé chez nous d'ailleurs à faire des fiches Ben techniques. oui. Ben, 2006. en fait, j'en ai fait au. Ah, t'en as fait au guide. J'en ai avant. fait au guide à la fin des années 90. Ouais, mais moi, je t'ai payé. 80. Ouais. Et crac! Oui, c'est ça. Alors, fin de l'histoire, on continue. Oui. Alors, donc, longue histoire courte, Daniel Hérault vient me voir en me disant, écoute, si jamais tu connais quelqu'un qui a du temps de libre, j'ai signé un contrat pour faire un livre automobile en anglais pour le Canada et en anglais pour les États-Unis. Ouais. Puis moi, j'avais plus de job dans 3 semaines. Ben, j'ai dit, regarde, je suis ton homme. J'ai dit, moi, quand est-ce qu'on commence? Fait que j'ai commencé comme ça avec Daniel Hérault. On a travaillé ensemble jusqu'à la fin. En fait, je n'ai pas participé à l'édition 2002. Parce qu'en 2002, je t'ai rendu avec l'annuel. J'avais Ouais. mon propre livre. Daniel m'avait dit, moi, je prends ma retraite en 2001. Puis moi, quand il a pris sa retraite, j'ai fait mon Ben, livre. toi, t'as pris la balle au bon, là. Oui, absolument. Puis j'ai fait 9 ans avec Daniel. Puis Daniel était extrêmement professionnel. C'était probablement sa plus grande qualité. Daniel travaillait. Son père est un militaire, pour vous donner une idée. Alors lui, là, la façon de travailler était extrêmement méthodique. Cartésien. Cartésien, il n'oubliait aucun détail. Fait que ça a été mon école d'apprentissage. J'ai fait ça de 92 à 2000. Ouais. Vois-tu, la seule année que j'ai pas fait de livre depuis 1992, c'est 2001. En fait, 2000 pour 2001, parce qu'on est toujours une année d'avance. Ouais. Puis après ça, j'ai commencé l'annuel, puis on est encore là. Tu vois, il y a Stéphane Chamberlain qui nous dit « J'avais le carnet de route 84, le premier de Daniel Hérault. » Ce que je pense, moi aussi, être le premier. Oui, mais j'ai jamais vu de copie 85. Non, puis je suis pas sûr qu'il y en a. Parce que moi, j'ai été l'entrepôt de Daniel pendant quelques années. Parce que moi, j'ai un 86 en noir et blanc. Je l'ai encore celui-là Et aussi. le 87, c'est la première année couleur avec une Peugeot Quasar sur la couverture. Exact. Bon, ça, je me souviens parce que c'est les premiers livres que moi, à l'âge de 9 ans, je me suis acheté. Exact. Je me souviens, j'allais chez Zellers avec ma mère, puis il y avait la bine dans l'entrée du magasin, puis j'achetais mon livre. Qui est toujours à la même place, d'ailleurs. Il n'y Ouais. a plus de Zellers, Il y a mais plus de les Zellers. Zellers ont toujours gardé ça là. C'est ça. Mais bref, tu sais, c'était les premiers livres. J'ai acheté un carnet de route avant d'acheter un guide de l'auto, moi, personnellement. Parce que mon parrain m'offrait les guides de l'auto à chaque année à Noël, mais le carnet de route, visiblement, il se vendait moins que le guide de toute façon, mais j'achetais le carnet de route aussi. Puis évidemment que je lisais les deux à 3 reprises à chaque année. Là. Mais moi, je me souviens, c'est les premiers livres que j'ai consultés, c'est ceux-là. 84, j'ai découvert que ça existait bien par après, mais un 85, je l'ai jamais vu. Non, puis moi, j'en ai pas eu parce que j'ai servi d'entrepôt à Daniel pendant une couple d'années. Il avait laissé tout ce qui traînait de livres chez nous. Puis, j'ai jamais vu de 85. 84, je l'ai vu. Peut-être qu'il n'y en avait pas ou qu'il en a produit peu ou qu'il n'en a pas fait. Mais à partir de 86, ça a été en continu jusqu'en 2002. Puis 2000-2001, c'est des années combinées. Combinées, ouais. C'est parce qu'il s'était présenté chez l'imprimeur avec un système que l'imprimeur ne pouvait pas lire. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est en InDesign. On fabrique les livres en InDesign. Daniel, on l'a toujours fait en PageMaker. Puis, quand il s'est présenté chez l'imprimeur, il y avait juste du Quartz. Il n'y avait pas ça, du PageMaker. Fait que je ne peux pas imprimer ton livre. Il faudrait que tu me le refasses en Quartz. C'était pas sérieux. Le livre est fini. Fait qu'il n'y a pas eu de livre. Fait qu'il a repris les données qu'il y avait, puis il a combiné les 2 années suivantes. Alors, ça, c'est l'histoire pour ceux qui ne l'ont jamais entendu. Mais Daniel Hérault a travaillé avec Jacques Duval. Il a travaillé avec Jacques Duval. Et comme c'est souvent arrivé dans l'entourage de Jacques Duval, la chicane a pogné. Oui. Et ça s'est terminé en cours. Et ça Regarde pourquoi... le titre. Ben le non, guide de l'automobile. Ça prenait du front pareil. Et ce que j'aime, Benoît, du guide de l'automobile, et j'ai envie de vous le faire découvrir. D'abord, c'est un livre où les voitures n'ont pas de roues. C'est vrai.
avant et en arrière. En avant et en Oui, arrière, voilà. exact. Mais ce que j'aime du guide de l'automobile de 1978, c'est qu'on retrouve à l'intérieur des pages la chronique d'une certaine American Motors Ben oui. Matador. Ça me rappelle vaguement un 1960. modèle, ça, 78. Oui, alors, voici la chronique de la AMC Matador 1978, avec un texte, comme tu le disais, d'à peu près, 125 mots. Ouais, en forçant. Écoute, je vais te lire les caractéristiques intéressantes de la AMC Matador 1978. Excellente garantie. Freinage équilibré. Là, c'est OK. d'accord. Finition soignée. Permets-moi d'en rire. Ben là, c'est à neuve. Mais c'est vrai que... Bon, là, juste pour qu'on comprenne, là, OK, je vais décrocher le téléphone. Je sais que c'est risqué. Est-ce que vous considérez que des vis à J-Proc comme ça dans le plastique, là, c'est une finition soignée? Tu sais, tout est approximatif là, dans une voiture comme celle-là. Là. Le niveau de finition est quand même assez primaire. Là. Mais on considérait en 78, alors que cette voiture-là avait 12-13 ans de conception, qu'elle avait une finition soignée. T'as du beau plastique faux bois, là. Ah, moi, il y a du vrai faux bois tout le tour de cette auto-là. Même dehors. C'est magnifique. Après ça, ben écoute, bonne habitabilité. Là-dessus, on peut pas s'obstiner. Ah, ça, Hein? c'est vrai. Décoration originale. OK. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire, Daniel. OK, peut-être, je sais pas, la finition, la couleur. Et bonne maniabilité. Alors ça, c'est très drôle parce que c'est épouvantable. Bon, contre, consommation importante, on est assez d'accord. Oui. Tenue de route dépassée. Alors, dans les désavantages, il y a une tenue de route dépassée, mais dans les avantages, il y a une bonne maniabilité. Bon, alors, il ne considère pas que la maniabilité a à voir avec la tenue de route. On dit que le coffre est peu utilisable. En tout cas, il a l'air assez... Écoute, je peux te dire que je l'ai assez utilisé, moi, puis il n'y a pas de problème. Le freinage est peu endurant. Le freinage est équilibré, mais est peu endurant. Et les essuie-glaces sont sous-dimensionnés. Bon, OK. on va regarder si vous êtes en mesure d'en juger vous-même. Ils sont là, là. Fait que c'est vrai qu'ils sont pas gros, là. Là, je viens de donner le mal de cœur à peu près 350 personnes qui regardent en même temps. Mais c'est très, très drôle. Je veux juste dire que c'est très drôle de consulter les pages de ce livre-là. On a fait du chemin. Hein, Que je suis très heureux d'avoir trouvé. Et merci à mon ami Robert Pagé, qui est l'ancien PR de General Motors, qui est à la retraite depuis maintenant 5 ans, 6 ans, qui a fait le ménage dans son sous-sol et qui a trouvé cette copie-là et qui me l'a remise hier. C'est vraiment une pièce d'anthologie. Je suis curieux de savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui a ce copie-là quelque part parce que... dites-nous-les parce que ça je l'ai jamais, moi, je l'ai jamais vu. Là. C'est la première fois que je découvrais ça. C'est rare. Puis j'ai feuilleté ça hier très rapidement. Toutes les voitures sont là. C'était vraiment un doigt d'honneur au guide de l'auto parce que c'est carrément un guide de l'auto fait par Daniel Hérault. Là. Et Daniel écrivait seul. Hein? Daniel a toujours De A à été Z. seul. Oui, de A à Z. Moi, là, les 9 années que j'ai été là, j'ai écrit 3 textes. Alors, mon écriture se faisait ailleurs, pas chez Daniel. Je faisais tout le reste à part les textes. Mais j'ai écrit sur le Salon de Tokyo en 96, le Salon de 95. Ouais. J'ai écrit sur la Acura TL. Puis j'avais un autre modèle qui est une Mitsubishi. C'est tout. Il y a Paul Saint-Amand qui dit en avoir une copie. Ah, ben Wow. Paul, conserve ça Ouais. précieusement parce que ça n'existe pas, ça. Puis on peut voir à l'endos que Daniel est posé avec une pipe. Il fumait la pipe dans ce temps-là. Fait que lui, là, il a décidé que la photo qu'il mettait en mortaise de son livre, là, c'est avec une pipe au bec. Comme quoi, les époques changent. Un peu, oui. Je suis pas sûr que tu ferais ça aujourd'hui. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que ce livre-là a été édité en Belgique. Oui. Les lignes aériennes belges Sabena. Puis on marquait le prix canadien en Belgique et en les France. éditions de l'homme en avant. Ah, c'est vrai, tes éditions de l'homme en avant. Oui. Donc, ça a été coédité. Exact. Ça aurait été coédité. C'est parce que Daniel, et là, je m'avance, mais Daniel a vendu un certain nombre de ces livres-là en Europe. Ben, Et il y avait un éditeur européen pour le... Parce que la porte d'entrée du marché européen francophone dans le livre, c'est la Belgique.
tu peux à peu près pas passer ailleurs parce que c'est un pays qui est géographiquement bien situé et qui va te distribuer un livre de façon efficace. Et on catégorisait les voitures dans ce temps-là d'une belle façon dans le guide de l'automobile. La grosse brune était catégorisée parmi les voitures grosses. T'es pas sérieux? C'est trop drôle, j'avais pas vu ça. Et attends, Les grosses. un peu plus loin, t'as les très grosses. J'adore ça. Ah, c'est Vraiment. Ça s'invente pas. Il y a Pierre Beaumont qui dit avoir quelques livres de Jacques Rainville. J'en ai plusieurs copies, l'Almanach, moi aussi. absolument. L'Almanach de Jacques Oui. Rainville qui est décédé en 2000 Oui, ou en fin d'année 99. 2000. Bon, Parce qu'on avait une émission de radio à l'époque. En fait, Ouais. moi, j'avais tout le Québec, sauf Québec, parce que c'est Jacques qui avait Québec. J'y ai parlé, Jacques, c'est 2-3 jours avant qu'il meure. Littéralement, parce qu'on était pour faire une entente avec un commanditaire qui voulait être à la grandeur du Québec. Puis j'étais pour appeler Jacques pour embarquer le commanditaire à Québec dans son show. On s'était appelé le vendredi, puis il était mort le dimanche. je n'ai jamais rencontré Jacques Rainville. Ah non, moi, moi-même. Jacques, je le connais de on a- réputation, mais je ne l'ai jamais rencontré. Ah non, un bonhomme sympathique, Jacques. J'ai fait beaucoup de lancements avec lui. Jacques, c'était le journaliste automobile à Québec. Lui avait une émission de radio. Il a eu ça pendant des années. Puis il suivait le circuit. Il était avec nous autres là, un peu partout. Benoît, ce fut un bonheur de partager ces élans Hey, de grosse c'est brune. le fun, Seigneur. Ça passe vite. Ça passe vite. Il est 6 heures passées. J'ai encore plein d'affaires. Oh ouais, on s'est dit, écoute, on se refera un party. On va recommencer ça un moment donné. Il y aura d'autres informations, d'autres affaires à raconter, c'est sûr. Absolument. Fait que, Germain va être de retour la semaine prochaine. Puis, on invitera de façon sporadique notre ami Benoît, histoire de venir équilibrer fait la plaisir. suspension arrière de la Oui, voiture. absolument. Hein? Parce que là, écoute, s'asseoir deux en avant, mon téléphone n'est pas assez wide angle, mais si on est deux en arrière, ça se peut. Bon. Pourquoi pas? Hey, merci de m'avoir invité. Merci Antoine. tout le monde d'avoir Ça été va là. être fun. C'était bien le fun. Et puis, à la semaine prochaine, tout le monde. On se reparle mercredi. Bye bye. Salut!